bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Fièvre de BNP TV que vous suivez bien sûr tous les samedis sur le canal 125 se trouvant sur Star Times aujourd'hui. Voilà, c'est un grand plaisir encore une fois de débarquer chez vous à la maison. Merci pour votre fidélité. Allez, vous le savez très bien, la première partie, nous sommes toujours avec un invité. Aujourd'hui, nous serons avec un invité carrément exceptionnel. Bah, écoutez, très souvent, enfin, nombreux d'entre vous d'ailleurs, le connaissent justement. Et dans un instant, il va sans doute se présenter. Mais en attendant, voici ce premier clip. Hein, c'est signé bien sûr Kidumu. Regardez, c'est encore nouveau. Voilà, c'était Kune Kune de Kidumu Kibido. Très très beau clip, très belle chanson d'ailleurs. Bravo à lui pour ses concerts qu'il a livrés dernièrement au Canada. Comme je vous le disais bien sûr au début, je suis avec un invité. Écoutez, on aime bien l'appeler le baobab bien sûr du journalisme sportif burundais. Il a plus de 30 ans de carrière dans le métier, plus de 30 ans. Il a fait pas mal de reportages, il a tourné pas mal d'émissions, toujours dans le cadre du sport au Burundi. Il a formé également pas mal des jeunes, voilà. Et aujourd'hui, il nous fait bien sûr honneur d'être avec nous sur ce plateau. Vous le connaissez bien sûr aussi ici même sur votre télé, la BNP TV. Il s'appelle Théodore Nunga. Il est bien sûr avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Théodore. Bonsoir Santana, il y a longtemps, dis donc. Il y a longtemps, mais bon, écoutez, on se revoit encore. Merci, alors je salue les téléspectateurs de la BNP TV. Je suis fier d'être ici sur ce plateau. Et évidemment, c'est un grand plaisir. C'est très difficile justement de te présenter, tellement tu as plusieurs casquettes, voilà. Et aussi tu es une véritable personnalité, n'est-ce pas, de la télé, mais peut-être bien. Qui est Théodore Nunga? Je suis né en certain 15 décembre 1958 à Mukike, c'est dans la province de Bujumbura rurale. J'ai une famille, 5 enfants et un petit-fils. Un petit-fils, ouais. Oui, et je suis marié bien évidemment. Et j'ai fait plus de 34 ans dans le métier à la RTNB. Et j'ai fait 4 ans ici à la BNP et je me retrouve encore une fois ici. C'est un métier très passionnant, le métier de journaliste et sportif. C'est pourquoi il est très difficile de le dire, sans émotion. Vraiment, il est très difficile. Mais bon, on va y arriver au fur et à mesure. Bien sûr, on va parler de tout ça. Mais dites-nous, Théodore, comment tu es arrivé à la télé? Vous savez, moi j'ai toujours aimé le métier de journaliste depuis mon jeune âge, surtout le métier de journaliste sportif, parce que même à l'école secondaire, j'écoutais toujours la radio, mais la radio qui m'a toujours fasciné, c'est la radio France Internationale. En 78, par exemple, c'est une anecdote, la Coupe du Monde s'est déroulée en Argentine. Et les matchs commençaient à 3h du matin. 3h du matin. À 3h du matin. Alors, j'avais un petit poste de radio que j'avais eu de mon papa. Alors, pour ne pas réveiller les autres, parce qu'on était dans des salles communes, je mettais le volume vraiment au strict minimum pour ne pas réveiller les autres. Oui. Parce que j'écoutais un journaliste faire des reportages. Et je me disais, j'allais y arriver. Et à l'époque, je suis allé donc à l'université en 81. Donc, j'ai fait 2 ans dans la faculté des lettres et sciences humaines, option géographie et histoire. Et je me suis dit, après 2 ans, que je n'allais pas faire vraiment, je n'allais pas être un bon enseignant. Et je me suis rattrapé, je suis retourné derrière à l'école de journalisme et j'ai été accepté. Dans l'école de journalisme, on étudiait toutes les matières, mais on avait un journal écrit et j'écrivais à la dernière page parce que c'était la page réservée au sport. Ce journal s'appelait
le reporter, et j'écrivais sur l'actualité sportive. Et c'est un journal qui paraissait une fois par mois, et c'est moi qui faisais évidemment la page du sport. Voilà. Et puis après, c'est juste après à la RTNB directement. Oui, j'ai fait un stage de 2 ans à la RTNB, et j'ai été engagé. À cette époque-là, c'était avec l'arrivée de la télévision en décembre 84. C'était la fin donc du stage. On nous a demandé ce qu'il fallait faire, ce qu'on aimerait faire, parce qu'on avait besoin des jeunes journalistes. Je me suis dit que c'était le moment. On a passé encore un examen écrit, mais surtout des interviews avec des professeurs aguerris, Damike Vieux-Antoine, Kourourou Simon, Diano Guéatanas et beaucoup d'autres. Alors j'ai été accepté dans le domaine du sport. J'ai rejoint mon ami Bonfils Baingana, qui faisait l'émission en français, qui ne comprenait pas beaucoup le Kirundi. Alors j'ai commencé avec le Kirundi en 85, au mois de février, et j'ai fait mon premier reportage une semaine plus tard, wow, à la télé. Wow. Oui. 1985, voilà, 2025, 2024, voilà. Tu es toujours là dans le métier parce que oui, on te voit, tu es toujours sollicité par-ci, par-là pour des interviews, pour conférences de presse, pour des panels, voilà. Ça montre justement l'impact, cette grande contribution dans ce domaine-là du sport, n'est-ce pas, au Burundi. Et voilà, tu le mérites amplement. Alors, est-ce qu'avant c'était difficile de trouver les informations sportives? C'était très difficile. Oui. Très difficile parce que d'abord, on avait qu'une seule radio et une seule télévision, la RTNB. Et en plus, c'était dans l'analogique, en fait. Dans l'analogique, justement, parce que pour avoir des informations, c'était difficile. Il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui, parce qu'avec ça, aujourd'hui, on a tout. Tu as tout, oui. On a tout, on peut communiquer tu as le avec monde entre les mains, les confrères, on regarde YouTube, on a tout. Mais à l'époque, on n'avait que des informations éparpillées ici et là, des informations récoltées sur le terrain avec un programme qui n'était pas évident à voir, avec des informations qu'on recevait par des agences comme Reuters, AFP. De presse. Oui, mais on avait les cassettes de sport, parce que c'est ce qui m'intéressait, qui nous arrivaient les lundis. Alors, dans la matinée. Ça venait d'où? Ça venait de l'Europe, parce que nous, on était abonnés. La RTNB avait été en liaison permanente avec Canal France, avec Canal CFI, Canal France International. Alors, on nous envoyait des cassettes qui arrivaient les lundis après-midi avec le vol Sabena. Et c'est là qu'on allait à l'aéroport, juste à la descente de l'avion pour récupérer les colis. Et la soirée du lundi, c'était justement réservé pour la récolte, le choix de ces images, et le montage se faisait les mardis matins, quitte à être diffusé le mardi soir. C'était très difficile. Je me dis que c'était très difficile, mais c'était très épatant parce qu'on était très jeunes. On se croyait des stars, évidemment. Ouais. Et c'était vraiment très passionnant. Ah oui, clairement. C'est un bon métier. Oui, c'est c'est toujours un bon métier. Bah oui, c'est tellement passionnant. Quand tu as commencé, tu ne veux plus arrêter, en fait. Tu veux toujours continuer. Oui, c'est très difficile. Voilà. Côté montage de ces éléments, est-ce que c'était... C'était très difficile. À la radio, d'abord, quand on était en stage, on utilisait les ciseaux et les bandes magnétiques qu'on coupait au ciseau, à la main. Les plus expérimentés le faisaient même au rasoir. Wow. Mais nous, c'était au ciseau et c'était très difficile. D'accord. Mais à la télé, c'était en analogique. C'était aussi très difficile. Ce n'est pas comme aujourd'hui, parce que en un temps record, tu as terminé ton émission au montage. C'est vrai que ça s'étudie. C'est toute une matière, c'est beaucoup. Mais à l'époque, c'était très difficile. Mais c'était très bien. Et ça nous étonnait, parce que les matchs qui se jouaient les samedis et les dimanches en France se retrouvaient à l'antenne le mardi, et le public était ravi. Oui, bien sûr, voilà. Écoutez, parle-nous maintenant de ta première fois sur un plateau télé. Ton premier plateau télé, ta première émission.
C'était comment ce moment en fait? Comment tu avais vécu ce moment, si je peux le dire ainsi? D'abord, le stage, je l'avais fait à la radio, c'est-à-dire qu'à la télévision, je n'avais jamais apparu à l'écran. Je n'avais jamais mis les pieds à l'écran. Alors, mon fils, quand il faisait son émission un jour, il m'a dit, mais c'était la semaine même que j'étais engagé, il m'a dit, tu m'aides à participer dans l'émission. Mais je lui ai dit, mais je n'ai aucune expérience, je n'ai aucune notion. C'est vrai que j'ai lu ça dans les livres, mais il m'a dit, tu dois. Alors, je suis allé à l'écran, évidemment, mais parce que je savais que ce n'était pas en direct, évidemment. Mais j'étais vraiment impressionné, j'avais le trac. Je ne me rappelle même plus comment ça s'est passé, les 5 minutes, mais la suite s'est déroulée très bien. J'ai parlé comme si je parlais à un ami, comme là, qu'on le fait maintenant. On ne remarque même pas la différence entre ce qu'on dit au public. On oublie qu'on est suivi par le public, alors que, évidemment, c'est différent. C'est complètement. Mais je te dis que c'était le trac, surtout. Mais 2-3 fois après, c'était très facile. C'était comme dérouler, comme c'est sur des roulettes. Justement. Alors, à l'époque, justement, Théo, je me dis que vous étiez carrément des véritables stars. Vous étiez, voilà, partout où tu passais, et même aujourd'hui, partout où tu passes, c'est sûr, on dit, mais celui, Théodore, voilà. Mais avant, à l'époque, comment est-ce que tu gérais cette... À l'époque, vous savez, c'était très difficile. Parce qu'on était la seule télé. Il n'y avait pas Canal+, il n'y avait pas Télé 10. Alors, quand on passait dans la rue, on était interpellé par des mélomanes, les téléspectateurs, voilà, les filles surtout. Justement, célibataire. Je voulais... Évidemment, ça a été ma prochaine question. Avec les filles surtout. Toi. Bah écoute, non, justement, comment ça se passait? Oui, ça veut dire on était chaque fois salués. Il y a des gens qui croyaient qu'on était leurs amis, alors que c'était la première fois qu'on se voyait dans la rue. Évidemment, on faisait semblant comme si on les connaissait. C'est pas après qu'ils allaient connaître, qu'ils allaient se rendre compte que c'était la télé. C'était vraiment... Bon, on se croyait des stars, évidemment, on les était. On était des stars, mais des stars qui marchaient à pied, parce qu'on n'était pas véhiculés, bien évidemment. Oui. Mais c'était quand même... Parce qu'on était jeunes, il y avait beaucoup de... La télé venait de naître, avec beaucoup de jeunes qui commençaient le métier. Moi, je me rappelle comme si c'était hier, hein, même si aujourd'hui, c'est presque la même chose. Mais à l'époque, on se croyait vraiment des stars. Et avec les filles, je reviens là. Pardon? Et avec les filles, c'était comment? Il fallait faire avec, il fallait être courtois et savoir jongler, dialoguer avec elles, ne pas les brusquer, ne pas dire n'importe quoi, parce que il y a des filles qui osaient quand même, qui osaient nous parler sur un ton, alors que nous, des fois, on était des adolescents peut-être timides, qui ne parvenaient pas à affronter facilement les filles, mais on passait, c'était du bon temps quand même. Oui. Très chers amis, bien sûr aujourd'hui je suis avec Théodore Nunga, bien sûr qui a marqué carrément toute une génération à la télévision nationale, mais également à la radio. Il est bien sûr mon invité aujourd'hui et c'est un réel plaisir parce que oui, on parle de lui, il est en train de parler avec nous à cœur ouvert carrément. Alors, quel a été, n'est-ce pas, le moment le plus marquant de ta carrière professionnelle? Le jour où j'ai fait mon premier direct au stade, parce qu'on avait des cartes de reportage. C'était après une semaine que j'étais engagé à la RTNB. Radio ou télé? À la télé. À la télé, oui. À la télé, c'est là où j'ai été engagé. J'ai fait mon premier reportage. Vitalo croisait le fer avec la formation de Sogara. C'est une équipe du Gabon qui représentait le Gabon en Coupe d'Afrique des clubs champions contre Vitalo, le champion burundais. Alors, c'est là où vraiment j'ai eu le trac parce que le public était... Le stade de l'AFB, ici à côté du Novotel, était archi-comble. Le public ne regardait pas seulement le match, mais regardait ces gens
qui parlait derrière l'écran. Parce que mon fils et moi, on était à quelques mètres de ce public qui nous désorientait. Vous transmettez le match Le en match direct. en direct, on avait des chaises évidemment devant la tribune et le public était derrière nous. Il fallait y arriver. On l'a fait bien sûr. Et le matin, le directeur de la radio, Antoine Dami-Kevio, m'a dit que quand même, tu as essayé, même si ce n'était pas parfait. Mais tu l'as fait quand même. Tu l'as fait quand même. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Il m'a dit, tu vas le découvrir parce que n'est pas journaliste et sportif qui veut. Mais je me disais justement que... N'est pas journaliste sportif qui veut. Oui. Ah, d'accord. Là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai gaffé? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Finalement, il m'a dit, non, tu as bien fait finalement. Oui. Tu es bien débrouillé. Je me suis bien débrouillé. L'autre fait marquant, c'est le jour où j'ai rencontré un joueur que j'ai vu beaucoup de fois à la télé et qui me pâtait. Il s'agissait de JJ Okocha, qui jouait au Paris Saint-Germain et qui est venu jouer contre le Nigeria. Et que j'ai pu évidemment rencontrer, prendre des photos ensemble. C'était un match entre le Burundi et le Nigeria, à l'époque de JJ Okocha. Oui, à l'époque de JJ Okocha, parce que c'était vraiment un monument du football mondial qui inventait des feintes, des dribbles. J'ai été impressionné, bien évidemment. Évidemment, ce que j'ai regretté à ce jour-là, c'est que mon anglais n'était pas terrible. Parce que j'ai essayé de poser des questions. Lui, il comprenait ma question, mais moi, je ne comprenais pas ses réponses. D'accord. Voilà. Et c'était comment? C'était un dialogue. C'était chaud. Mais ma question, lui, il comprenait, mais moi, je comprenais plus ou moins ses réponses, mais pas tout. D'accord. Voilà. Oui. Écoutez, non, mais c'est très bien, Théodore Nunga. Alors, en tant qu'ancien journaliste et sportif, comment avais-tu vécu la qualification des Inamba à la première Coupe d'Afrique des Nations? La Coupe d'Afrique des Nations en 2019, pour moi, ça a été une grande satisfaction. Mais ce n'était pas la première fois que le Burundi étonnait le monde du football. Parce qu'en 1996, le Burundi des moins de 20 ans, l'équipe nationale des moins de 20 ans est arrivée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Ils ont été battus par les grands joueurs du Cameroun. J'étais avec eux au Nigeria, à Kaduna et à Lagos en finale. Et c'est là où, quand même, j'ai vu que le football est autre chose que le football, que ce ballon qu'on joue. Ça montre comment les gens sont... Le pays peut se faire connaître autour du ballon. Et ils sont partis en Coupe du Monde en 96, justement, en Coupe du Monde des moins de 20 ans au Qatar. Les Inamba? Les Inamba des moins de 20 ans. Le public ne sait pas ça. C'est justement, c'est une information. Les amoureux du football aujourd'hui. Oui, on a joué la Coupe du Monde contre l'Espagne, contre le Japon. Ah bon? Et oui. C'est une information. L'Espagne de Raoul, tout le monde s'en souvient, en 96, ceux qui étaient là. Et on était épatés. Mais en 96, ce qui m'a impressionné, c'est que le public, quand même, était... la qualification s'est faite à la dernière journée et cette dernière journée s'est jouée ici au stade Inouari. Le public était avec quelle équipe? Avec l'équipe nationale senior contre le Gabon. Ah. On a fait un but partout. Mais cette égalisation, justement, c'était ce qu'on avait besoin pour être qualifié. Le public, tous les grands, les ministres, tout le monde était dans la rue après le match. Il y avait plus de... Comme pour 2019. On venait de sortir d'une crise. Voilà, d'une crise, oui. Mais tout le monde a oublié cette crise. On s'est retrouvés à festoyer dans la rue. Les gens allaient dans les cabarets et buvaient sans un rond parce que le public était vraiment satisfait de cette qualification. Et malheureusement, ça n'a pas suivi parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas suivi le rythme. Parce qu'il fallait suivre cette qualification. On a obtenu cette qualification sans préparer justement l'après-qualification. Et c'est dommage. Peut-être qu'on se qualifie là plus tard, mais ce jour-là, j'ai été impressionné et satisfait des joueurs, mais aussi de l'entraîneur et aussi du public. Parce que le public a poussé quand même cette équipe nationale et les dirigeants ont motivé.
financièrement et moralement aussi. Et Voilà. moralement aussi. Oui, oui. Je sens justement de l'émotion et quand tu as parlé de ça, de cette qualification pour la Coupe du Monde, mais écoutez, personnellement aussi, j'ai eu justement la chair des poules parce que voilà, je me suis aussi projeté dans les temps et j'ai vu cette ambiance justement qui régnait à l'époque. Alors, tu as vu défiler, n'est-ce pas, plusieurs joueurs des Znamba. Est-ce que tu as un nom particulier d'un joueur, justement, qui a marqué son époque dans l'équipe, au sein de l'équipe nationale, et jusqu'aujourd'hui, quand même, qui peut être considéré, pourquoi pas, comme le Maradona de l'équipe nationale? Non, mais vous savez, j'en ai vu des joueurs très talentueux. Il y a beaucoup de joueurs. Pour citer un joueur, vraiment, il faut être... c'est très difficile. Il y a eu Blaise Calaruero, il y a eu Stanley Maradona, qu'on appelait Maradona justement. Il y a eu beaucoup de joueurs, beaucoup, mais un joueur qui a marqué de son empreinte, son époque, il s'agit de Malik Djabir. Malik Djabir parce qu'il marquait beaucoup de buts et il n'était jamais blessé. Il impressionnait par sa vitesse, ses dribbles, sa virtuosité, mais aussi son intelligence à se démarquer par rapport aux adversaires, par rapport aux coéquipiers, par rapport aux défenseurs qui voulaient le marquer. Il était très intelligent, alors qu'à l'époque, il n'avait pas beaucoup d'entraîneurs comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est une véritable science. Ouais. Les joueurs, comme les entraîneurs, étudient ça. Mais à l'époque, Malik Djabir, il jouait d'abord sur un terrain qui n'était pas bien adapté à la technique, parce qu'il y avait des modes de terre partout sur les terrains. Aujourd'hui, il y a des terrains synthétiques, il y a du gazon bien travaillé, mais Malik parvenait quand même à marquer à tous les matchs. Vous vous rendez compte qu'il a marqué contre Tonnerre de Yaoundé. Vitalo contre Tonnerre de Yaoundé, c'était en 82. J'étais encore sur le banc de l'école. Alors que cette équipe passait par le Burundi pour aller aux Jeux Olympiques. Et il les a battus 1-0. C'était carrément l'un des meilleurs clubs africains à l'époque. Le Tonnerre de Yaoundé, c'était un réservoir de tous les joueurs. Tous les joueurs qui allaient en Europe passaient par le Tonnerre. Et avec Théophile Abega et d'autres. Et finalement, il les a battus. Bien sûr, ce n'était pas lui seul, il y avait beaucoup de joueurs dans cette équipe de Vitalo. Une équipe qui était talentueuse, qui avait quand même Yaoundé, voilà, aujourd'hui. Il était encore adjoint comme entraîneur, parce que Van der Ka, à l'époque, il était entraîneur adjoint. Oui, parce que l'entraîneur principal était Van der Ka, c'était un Belge qui enseignait à l'école belge et qui entraînait Vitalo. À cette époque, justement, c'est à l'époque où, quand même, Vitalo impressionnait tout le monde. Et ils ont même écrit dans les livres qu'on étudiait à l'école primaire. Le BR, le Bureau d'éducation rurale, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelait, a publié un livre, 2 ou 3 pages sur Vitalo, le comportement de cette équipe contre Tonnerre de Yaoundé, et tous les gens qui ont étudié donc à cette époque s'en souviennent. Waouh! Non mais que des très beaux souvenirs aujourd'hui dans cette émission, c'est carrément de la nostalgie. Alors Théodore, pourquoi est-ce que l'équipe nationale peine à se qualifier à la phase finale de la CAN? Manque de joueurs compétents, problème de gestion de l'équipe ou manque de motivation? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, qui ne sont pas préparées comme il faut. Pour qu'il y ait la suite, la relève, il faut qu'elle soit garantie. Il faut que la détection se fasse pour les jeunes très tôt et faire un championnat des cadets, des minimes d'abord, des cadets, et puis de la deuxième et première division. Alors, en ayant des championnats de troisième division, de deuxième division et de première division, on a le temps d'avoir des jeunes qui vont remplacer les gens qui grandissent, qui vieillissent ou qui n'ont plus la motivation d'aller le plus loin possible. Mais malheureusement, ici, aujourd'hui, ça commence à venir avec cette saison. Il y a
un championnat qui se joue en troisième division, en deuxième division, en première division. Peut-être que ça va suivre. À l'époque, bien sûr, il faut aussi qu'il y ait la détection des jeunes binationaux qui sont nés à l'étranger. Oui. Mais qui sont des Burundais. Qui sont des Burundais ou d'un parent burundais pour venir épauler les locaux. Et ça ne s'est pas fait parce que ça se prépare. Il faut aussi qu'il y ait une loi qui permette aux sociétés de la place de pouvoir sponsoriser les équipes et avoir en contrepartie quelque chose de plus. C'est ça, parce que l'argent aujourd'hui, le sport, c'est l'argent. On ne peut pas aller le plus loin sans argent. Il faut une motivation pour les joueurs. Il faut qu'ils aient un bon contrat. Tout doit être bien suivi avec des terrains bien éparpillés partout. Il faut aussi que les gens, que l'administration soit bien adaptée aux réalités actuelles. Il faut que les joueurs sachent que le football peut leur faire gagner leur vie. Parce que ce n'est pas évident. Il y a des joueurs qui ont des talents, qui viennent des équipes jeunes, qui arrivent en première division et qui vont en mission avec $300 dans leur poche. Ils croient que c'est une fortune, alors qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Beaucoup plus que ça. Avec les $300 qu'ils reçoivent, qui reviennent ici, ils tombent dans la débauche. Et c'est dommage, parce qu'ils n'ont pas été éduqués avec cette éducation de voir plus loin. Parce que ça doit se faire, et c'est le devoir de tout gérant du sport burundais. Ce n'est pas seulement au football, c'est dans d'autres domaines, le basket, le volley. Oui. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, Théodore, aujourd'hui, plus de 34 ans d'expérience dans le métier, plus de 34 ans, c'est ça? Oui. C'est plus. C'est plus, justement, plus de 34 ans. Est-ce que tu es fier? Parce que j'ai commencé en 85. Justement. Parce que je suis allé en pension en 2019 et j'ai fait 4 ans ici. 4 ans ici, voilà. Et aujourd'hui, je ne travaille plus. Mais quand même, quelle était la question là? La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es fier de ce que tu as pu réaliser dans ce domaine en tant que journaliste sportif? Non. Je ne peux pas dire que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. C'est vrai que j'ai fait ce que j'ai pu avec le métier, avec les émissions, avec les interviews, avec tout ce que j'ai pu. Mais j'aurais pu quand même, puisque j'étais à la RTNB, j'aurais pu savoir comment garder les archives. Les archives. C'est vrai que je ne travaillais pas aux archives, mais on n'a pas d'archives, parce qu'on les détruisait. Ce n'est pas moi qui les ai détruits, mais il fallait trouver peut-être un système de pouvoir les garder. Je ne sais pas, mais je n'y ai pas pensé. Je fais partie de ceux-là qui n'ont pas pu de faire ce qu'il fallait faire. Et ça me fait du mal parce qu'on aurait pu avoir les images de 85 justement, ça aurait... jusque plus tard. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas de ma faute, mais j'ai pas pu le faire et je regrette. Théodore, malgré justement l'âge, tu sembles toujours être, tu sembles toujours être très jeune, bien en forme, tu as bonne mine, et puis surtout, ce qui est surprenant, c'est que tu continues à jouer au football. C'est quoi le secret? Vous savez, Anne, j'ai 66 ans et jouer au football, ce n'est pas évident. Parce que à l'époque, moi j'ai toujours joué au football depuis mon jeune âge, de l'école primaire au secondaire et au stade en première division avec une équipe qui s'appelait Ngona, une équipe qui était dernière ou avant-dernière, mais qui battait quand même des équipes comme Vitalo, Prince Louis et Inter-FC des fois. Donc, être de bonne mine, je ne sais pas, être très bonne mine, je ne sais pas. Mais je crois que le métier de journaliste sportif, c'est un métier passionnant qui ne demande pas beaucoup de concentration parce qu'il y a très peu d'insultes entre les gens sportifs. On est entre sportifs, que ce soit les anciens, on est toujours en contact avec les grands, les plus âgés et les moins âgés. Parce qu'il faut savoir faire des interviews avec les jeunes et les moins jeunes. Surtout, être toujours en pensant à ce qui se passera demain avec le sport. Moi, je me dis qu'avec le sport que je fais, avec
les gens que je fréquente, des gens comme vous, agréables, évidemment. C'est toujours un réel plaisir d'être avec des gens comme nous. Oui. On n'a jamais été en contradiction avec des gens. Et je me dis que c'est peut-être cette soi-disant jeunesse qui paraît, alors que ce n'est pas évident, à 66 ans. Aujourd'hui, quand je joue les dimanches, je le ressens les lundis, dans les genoux et au dos, un peu partout, oui. Parce que c'est pas évident de jouer à 66 ans. Il est vrai que s'il y avait des gens qui ont dépassé la soixantaine, qui jouaient toujours seulement les plus de 60 ans, on aurait pu être plus à l'aise. Mais aujourd'hui, on joue avec des jeunes. Avec les jeunes, voilà. Et aussi, c'est bien de jouer avec les plus jeunes, parce qu'on se dit qu'on est là, qu'on fait quelque chose pour la société, qu'on est encore solide. Et c'est pas évident. C'est aussi quand même une grande motivation pour cette jeunesse-là, pour ces jeunes. Oui, c'est une grande motivation, parce que j'ai des enfants avec qui on joue ensemble. Mes enfants, ils jouent au football. Et on fait des fois, on fait des paris. Et ils me passent pas à la maison, voilà. Non, mais sur un terrain de foot dans des équipes. Oui. Alors justement, Théodore, je vais juste te faire un petit test. Je vais défiler les images sur écran. Et puis après, tu vas me dire comment tu connais la personne. Et un mot peut-être pour lui, pour sa carrière et tout. C'est bon? Tu es prêt? Prêt. Voilà, et voici donc la première image. Là, c'est Pacifique. Onimana, je le connais depuis qu'il jouait au football. Il a joué dans la formation Atlético et il est aujourd'hui arbitre international. Il a arbitré beaucoup de matchs. C'est un monument du football burundais et il continuera toujours à nous étonner. Donc, c'est la régularité, c'est la rigueur. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. D'accord. Oui. Et c'est un type bien qui cause avec les journalistes très bien. Qui est toujours humble, qui ne fait pas la grosse tête, et il est fonctionnaire de la FIFA. Il est salarié. Il est salarié à la FIFA. Wow. C'est très bien. Alors, voici la deuxième image. Guibert. Oui. Nizibere Guibert, un monument du basket burundais. Il a joué dans la formation. Il a commencé, je crois, à New Star. Il a continué à Urunani. Aujourd'hui, il joue dans Dynamo, dans l'équipe nationale. Et il a épaté le public de la sous-région, en Tanzanie, à Bukavu, au Rwanda et ici. Et il est toujours MVP. Là où il passe, c'est la technique même. Oui. C'est la technique. C'est la technique du basket burundais. Oui, justement. Voici la troisième image. La grande Sada Naïmana, voilà. Que je connais depuis qu'elle a 5 ans. 5 ans, elle a commencé à faire du tennis à l'entente sportive. Son papa était entraîneur de tennis et il l'amenait avec lui, bien sûr, au terrain de tennis. Et aujourd'hui, elle est reconnue au niveau mondial. Elle est très, très solide. Elle est appliquée dans son métier. L'avant-dernière image. Les deux. Là, les deux, bien évidemment, je les connais avec le président de la fédération de football, que nous appelons Manalex, c'est son surnom, et il est fier de porter ce sobriquet. Et il est vraiment très rigoureux dans ce qu'il fait, et il met les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il vient de nommer un entraîneur, mais cet entraîneur aussi qui était avec lui, il a entraîné l'équipe nationale du Burundi. Il a entraîné aussi l'équipe nationale de la Tanzanie, Etienne Ndairagije. Et c'est un très bon entraîneur. Il a été remplacé, bien sûr. Mais il fait les beaux jours aujourd'hui d'une équipe au Rwanda. Aujourd'hui, bien sûr, les deux ont fait beaucoup pour le football burundais. Et ils continueront, bien sûr, à le faire. Voilà. Et voici la dernière image. Saido Nibazonkiza, c'est un joueur que tout le monde connaît bien évidemment. Moi, je le connais depuis 2000 ou bien avant, bien sûr, parce que je le connais qu'il était toujours chez les cadets à Buyenzi. Il était avec le président de l'association de football Buyenzi, Feu Jumangenzi Irabona.
il est décédé malheureusement. Ils sont partis jouer en Tanzanie, cette sélection de Buyenzi, alors que Saïdo n'avait que 14 ans. 14 ans à l'époque. Et il a été homme du match et meilleur buteur du championnat. C'est dire que il était très, très, très en avance sur son temps. Il était très talentueux. Alors, il a traversé toutes les frontières. On le connaît surtout à Caen, en France, mais surtout dans la formation de Vitalo et en Tanzanie, bien sûr, dans la formation de Yanga et Simba. C'est un joueur qui a marqué de son empreinte, son passage dans cette équipe nationale qui a toujours besoin de lui parce qu'il est toujours au milieu de terrain, il cadenasse partout. C'est lui qui est le chef orchestre de cette équipe nationale et on l'appelle le Modric burundais, je crois. Le Modric burundais. Le Modric. Justement, et comme pour aussi Modric dans le Real Madrid, c'est aussi un très très grand joueur. Vous êtes, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Absolument. Oui, vous êtes grand fan du Real Madrid. Voilà. Comment tu trouves aujourd'hui la performance de l'équipe en soi? On traverse une période très difficile. Cette équipe du Real Madrid traverse une passe très difficile. Depuis le départ de Toni Kroos, on n'a pas pu le remplacer. On tâtonne, on a amené un attaquant, un très bon attaquant, Mbappé, mais on n'a pas toujours remplacé le milieu de terrain. Et derrière aussi, ils ont un problème parce qu'ils ont Cavaral qui est blessé, on n'a pas à remplacer ça. Et bon, c'est vrai que c'est une équipe qui a de la chance, j'ai l'impression, parce qu'ils gagnent toujours à la dernière minute. Ça montre que ce n'est pas... Oui. Une très grande équipe. C'est une équipe peut-être qui n'abandonne jamais, qui ne jette jamais l'éponge, mais qui continue toujours à y croire. Mais ce n'est pas une grande équipe. Parce qu'une grande équipe, c'est une équipe qui gagne et qui domine beaucoup. Cette équipe domine, c'est vrai, des fois, il domine, mais il ne marque pas. Et c'est dommage. Moi, je crois qu'il faut remplacer, il faut acheter des nouveaux joueurs. Qui remplacer? Le coach en soi? Moi, personnellement, je ne parle pas du coach, parce que c'est quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il connaît son métier. Mais je parle de la défense, parce que... Tchouaméni et tout. Tchouaméni, Vasquez... ou Mendy, et peut-être au milieu de terrain, chercher un milieu de terrain. Mais surtout, ce qui ne va pas surtout, c'est en défense, parce qu'on a perdu Cavaral et Militao, alors on n'a pas pu les remplacer. Avec il y a 3 joueurs donc, qui n'ont pas été remplacés. Il s'agit de Kroos, mais il s'agit des blessures graves de Militao et Cavaral. Alors les remplacer, ce n'est pas évident. Mais bizarrement, ils occupent toujours la tête du classement provisoire à la Liga, le championnat espagnol. Mais je ne crois pas que ce soit une équipe très en forme comme Barcelone aujourd'hui. Oui. Ton point de vue sur aussi les performances, si je peux le dire ainsi, de Mbappé? Mbappé, c'est un grand joueur. On a beaucoup parlé, beaucoup de salive a coulé depuis son arrivée au Real Madrid. On a dit que c'est un joueur fini. C'était juste un manque d'automatisme. Depuis le jour qu'il est arrivé, il fallait un temps. Il fallait lui donner le temps de pouvoir s'adapter au système du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est lui le chef. On a vu le match contre Barcelone qu'il a fait ce qu'il voulait. C'était un très très bon but. Un très bon but, de très bonnes passes, des bons dribbles. Heureusement, c'est un bon joueur et continuera toujours à briller. Mais je crois que j'ai été un peu dur avec le Real Madrid, mais ils vont y arriver parce que les grandes équipes ne meurent jamais. Ne meurent jamais. Barcelone, leur niveau aujourd'hui, avec surtout de jeunes joueurs comme Yamal et tout. Voilà. Barcelone, c'est une grande équipe qui est toujours... qui a des jeunes qui font parler la poudre parce qu'ils sont très jeunes. Et c'est une très bonne chose, c'est vrai. Mais le jour où ces joueurs jeunes commenceront à se fatiguer, ça va être difficile pour l'entraîneur de pouvoir jongler avec les autres. Parce qu'il va avoir aussi des jeunes joueurs, mais aussi des joueurs expérimentés. Barcelone a des joueurs jeunes qui font parler leur jeunesse et qui sont très talentueux, mais ils n'ont pas de joueurs très
très expérimentés comme le Real Madrid, même si aujourd'hui, je le dis bien, c'est Barcelone qui est très en forme. Oui. Tu as été, je le disais depuis le début de cette émission, et voilà, on le sait tous, tu as été sans doute à la RTNB depuis très très longtemps, depuis 1982, c'est ça 85, voilà. Et puis à BNP TV, c'était depuis 2020 jusqu'en 2024. Oui. Aujourd'hui, voilà, c'est quoi le projet après? Ne souhaite plus, enfin, n'envisage plus, si je peux le dire ainsi, d'être consultant média en sport ou voilà. Non, mais vous savez, depuis août, je ne travaille plus, mais je suis toujours sollicité par des collègues comme vous. Je passe sur presque dans tous les plateaux, dans émissions, dans différentes que ce soit à la radio, à la télé, voilà. de sport ou d'autres émissions, je passe. Et je reste toujours en contact avec le métier. Mais je ne me sens pas encore passionné, sincèrement. Je me dis que, parce que je suis toujours sur le terrain de sport, je fais des interviews avec des collègues, je suis toujours bien, je suis... oui, je suis donc toujours dedans dans ce métier. Ça se voit, ça se sent aussi. Je me dis que j'aurai encore une fois 1 ou 2 ans, ou pas plus, pourquoi pas, pour pouvoir faire un métier. Oui. J'y pense, je crois, j'aurai quelque chose à apporter à ce monde du sport. Oui, carrément. Alors, quel conseil peut-être bien, avant de terminer, à la nouvelle génération des journalistes sportifs burundais? Nous avons la chance d'avoir de jeunes journalistes de sport dans ce pays. Beaucoup de journalistes qui sont vraiment impatients de bien travailler. Mais il leur manque ces stages, ces savoir-faire, parce que des fois, ils s'emportent, parce qu'ils sont fanatiques de ce club, ils ne parlent pas comme un vrai journaliste. Ce sens de discernement leur manque un peu, mais ce n'est que le début, parce que tout le monde est passé par là. Moi, je me dis que parce qu'ils aiment le métier, ils pourront y arriver. Seulement, il faudrait leur faciliter la tâche de pouvoir bien travailler. Ça veut dire les employeurs leur donner les moyens de travailler, les stages pour perfectionner leur savoir-faire, parce qu'ils savent bien travailler, ils aiment leur métier, vraiment, ils sont très passionnés. Et c'est une très bonne chose, parce qu'ils aiment aussi collaborer avec les collègues. C'est une très bonne chose. Je crois qu'ils pourront y arriver, parce que je me dis qu'ils sont très motivés par rapport à nous qui étions... très très peu, mais qui croyaient qu'on était déjà arrivé le plus loin. C'est vrai que parmi ces jeunes journalistes, certains croient que tu leur fais une remarque, que tu les dénigres, alors que c'est pas évident. Nous, on a été enseignés, on nous a enseigné qu'il fallait écouter les anciens. Les écouter, ça ne veut pas dire garder tout ce qu'ils vous disent, mais il faut les écouter et choisir les conseils qu'ils vous donnent, ou ne pas les choisir, ne pas les accepter, mais au moins les écouter et pouvoir avoir un certain bagage intellectuel pour pouvoir quand même faire un bon métier. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir faire un reportage d'une équipe que vous supportez avec tout votre cœur, contre une équipe que vous détestez. Si cette équipe que vous détestez se comporte très bien, il faut oser le dire. Il faut dire ce que tu vois. Il faut dire justement les faits et non inventer. Voilà, justement, malheureusement, c'est ce qui s'est produit très très souvent dans différents reportages. Quand tu es journaliste et qu'en même temps tu es fan d'une équipe, voilà. Oui, il y a un déséquilibre. Il faut essayer de le faire, mais surtout ne pas accepter les pots de vin, parce qu'il y a des fois où certains dirigeants profitent de l'ignorance, de la pauvreté pour pouvoir vous soudoyer et faire de la publicité dans vos émissions. Une équipe qui perd, elle perd, il faut le dire, c'est comme ça. Si elle est mal organisée, il faut le dire, pour que les dirigeants de ces clubs puissent s'organiser et être au top niveau de l'organisation des clubs modernes. Parce que c'est là où on va. Si on n'est pas bien organisé, on ne peut pas jouer la Coupe d'Afrique ou autre chose.
C'est ce que je crois. Oui, le football, c'est dans le sang. J'ai appris d'ailleurs que votre petit-fils aussi, c'est un grand joueur. Oui, c'est venir, oui. Il vient de signer un contrat alors qu'il a 13 ans. Voilà quand même, c'est quelque chose, ça s'applaudit. Je lui ai dit, mais il ne faut pas avoir la grosse tête. Il n'a que 13 ans. Il a été sélectionné dans les plus jeunes. Voilà, il suit les pas de son grand-papa. Je n'ai pas été un grand joueur. Je n'ai pas été un grand joueur. Lui aussi, il ne faut pas dire qu'il est un grand joueur alors qu'il n'est pas. C'est juste un début. Allez savoir, il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté leur carrière à 20 ans, ou encore moins de 20 ans. Mais il se débrouille très bien. J'ai été le voir en cachette. Super. Et j'ai vu que quand même il joue bien. Voilà, tu peux l'encourager à continuer. J'ai été satisfait de son comportement et je lui ai acheté des équipements de sport, des souliers de sport. Ça, c'est bien. Et il est satisfait. Ça, c'est très bien. Oui. Écoutez, Théodore, c'était un grand plaisir d'être avec toi sur ce plateau de la fièvre de BNP TV. Et puis voilà, on te souhaite encore le meilleur pour la suite. Parce que oui, tu as encore tout. Tu as encore tout pour toi. Et qu'est-ce qu'on se dit quelle est cette question que je n'ai pas pu te poser, peut-être bien que tu aurais voulu? Non, mais tu as tout posé. Seulement, je suis très satisfait de la prestation de notre station de télévision BNP TV. Vous travaillez très bien. Malheureusement, vous n'êtes pas nombreux. Vous travaillez très bien, vous faites de très bonnes émissions, vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais vous travaillez très bien. Il faut toujours aller de l'avant. La question peut-être que vous ne m'avez pas posée, bon. Est-ce que les journalistes de sport gagnent beaucoup d'argent? Ah oui, voilà, très bonne question. Très bonne question. Moi, je crois que ce n'est pas seulement les journalistes de sport, c'est en général les journalistes culturels, ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils se débrouillent très bien dans leur métier et ils se débrouillent avec, ils joignent les 2 bouts du mois difficilement, mais ils sont toujours réguliers au boulot. Et on remarque bien sûr que des fois, ils gagnent des trophées organisés au niveau international, bizarrement. C'est que quand même, il y a quelque chose qui cloche. S'ils avaient beaucoup de moyens pour pouvoir s'exprimer, travailler, avoir des stages à l'étranger, ils pourraient quand même être parmi les meilleurs au niveau africain. Pourquoi pas au niveau mondial? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, et on le souhaite toujours. Merci beaucoup, Théodore. Merci. C'était un plaisir d'être avec Yann Santana et toute l'équipe technique de la BNP TV. Voilà. Très chers amis téléspectateurs, ne bougez surtout pas. Nous étions bien sûr avec Théodore Nunga qui s'ouvrait à nous à cœur ouvert. Allez, à présent, dans un instant, c'est bien sûr la deuxième partie consacrée à la musique. C'est du hit parade. Et écoutez, ça va également chauffer. Allez, à tout de suite. Écoutez, nous sommes à la deuxième partie de cette émission, votre émission, bien sûr, La Fièvre de BNP TV, que vous suivez tous les week-ends, c'est tous les samedis sur votre télé. Mettons sur le canal 125, se trouvant sur Star Times. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres clips, pourquoi pas. D'ici là, portez-vous bien, écoutez, je vous aime. Bon week-end à tous.